Bonjour Pierre Lenadre. Bonjour Sylvie. D'abord, je crois qu'il est important de remercier l'Académie d'agriculture de France qui nous fait le grand honneur de nous accueillir dans sa magnifique bibliothèque. Donc nous sommes là aujourd'hui parce que la revue Sésame, qui est pilotée par la mission Agrobiosciences de l'INRA, s'intéresse aux sujets sensibles, vifs, qui traversent la société dans les champs de l'alimentation, l'agriculture et l'environnement. Et il y a un sujet sur lequel nous revenons régulièrement, un dossier, qui concerne les relations tumultueuses, les nouveaux rapports entre l'homme et l'animal. Donc on a parlé de la consommation de viande, on a parlé même de la cohabitation avec le loup, ou du bien-être animal, donc des sujets sensibles. Mais peut-être que le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est encore plus sensible, puisqu'il s'agit de la conscience animale. Donc là, on voit bien qu'il s'agit d'un sujet qui peut être clivant, en tout cas complexe. Et nous vous avons invité parce que vous avez piloté une expertise collective à la demande de l'Europe sur cette question de la conscience des animaux. Et ça s'est traduit par un livre qui a été publié chez Quae, qui s'appelle « La conscience des animaux ». Et nous continuerons après cet entretien avec Georges Chapoutier, qui est neurobiologiste et philosophe, et qui est connu quand même du public pour être un ardent défenseur de la cause animale, qui est aussi une cause politique depuis les dernières élections. Donc Pierre, si vous le voulez bien, j'aimerais bien commencer par une question personnelle. Ça ne vous dérange pas? Absolument pas. Quand on regarde votre carrière, donc vous êtes zootechnicien, vous êtes surtout intéressé aux liens maternels entre les vaches et leurs veaux. Vous avez dirigé le centre, la présidence du centre INRA Val-de-Loire consacré au bien-être animal. Vous êtes au comité de pilote national d'éthique des abattoirs. Vous avez travaillé sur 2 expertises collectives sur les douleurs des animaux et la conscience des animaux. Donc on voit bien, quand on met toutes ces informations bout à bout, qu'il y a quelque chose dans votre démarche qui va vers mieux comprendre l'animal, être au service de l'animal. Oui, je crois qu'on peut l'exprimer de cette façon. Moi, je verrais 3 temps dans cette affaire. D'abord, j'ai une relation un peu charnelle avec les animaux, c'est-à-dire tout petit, j'ai travaillé avec des animaux. La deuxième chose, c'est que j'ai eu le bonheur de pouvoir travailler sur les relations mère-jeune dans un contexte non contraint et de voir évoluer des animaux dans leurs relations de mère, de jeune et ainsi de suite. C'est extrêmement enrichissant. Mais en tant que chercheur à l'INRA? Et toujours en tant que chercheur à l'INRA. L'INRA, on fait beaucoup de choses. Et la troisième chose, c'est que j'ai été amené à donner mon avis sur une production intensive, celle du veau de boucherie, dans un autre contexte et d'une autre façon qui m'a amené à réfléchir sur qu'est-ce qu'on peut faire sur les animaux, jusqu'où on peut ne pas aller. Et donc il était pour moi intéressant de mobiliser mes connaissances antérieures sur le comportement spontané des animaux dans un contexte de contrainte. D'accord. Donc vous avez passé une 40aine d'années à l'INRA, j'ai fait un calcul rapide comme ça. Quel regard vous portez sur le changement de la recherche par rapport à l'animal? Est-ce que ça a évolué? Parce qu'on sait très bien depuis Descartes l'animal-machine. Est-ce que ça a vraiment changé en 40 ans ou est-ce que ça freine encore un peu des cas de fer? Lorsque je suis arrivé, puisque j'étais agronome, je suis arrivé à l'Institut national agronomique, l'enseignement qui m'était donné parlait de beaucoup de fonctions, le muscle, mais on pouvait ignorer qu'il y avait un cerveau. Le cerveau n'existait pas, voilà. Il n'était pas essentiel dans la production. Et petit à petit, on a vu apparaître l'importance du cerveau. Alors, l'importance pour des problèmes appliqués, la qualité des viandes, la possibilité de reproduction des animaux, la possibilité de moduler le comportement maternel. Et petit à petit, on s'est posé la question, mais avant de nous poser la question à quoi ça sert et comment peut-on les utiliser, c'est mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le comportement maternel et comment peut-on le caractériser?
D'accord. Donc il y a eu une évolution. Pour moi, il y a une évolution extrêmement claire depuis une méconnaissance totale du cerveau, ou presque totale, ou qui n'était pas mise en avant, jusqu'à désormais, au moins dans certains secteurs, la mise en avant des compétences des animaux. D'accord. Donc on va rentrer dans le vif du sujet et on va essayer de faire très attention aux mots que nous allons employer parce que il risque d'y avoir des problèmes de définition, donc on va essayer d'être assez pédagogique. Donc c'est l'EFSA, donc l'Autorité européenne de sécurité sanitaire européenne, qui a demandé à l'INRA, je crois en 2015, d'expertiser la littérature qu'il y avait dans le monde sur la question de la conscience des animaux. Bon, déjà, on peut être surpris que l'EFSA ait fait une telle demande parce qu'elle n'est pas considérée comme hyper vertueuse, particulièrement, elle est même sujette à caution de temps en temps, mais peut-être à tort, hein, c'est peut-être ce qu'on lit dans la presse. Et la deuxième surprise, peut-être, c'est que l'INRA ait dit oui. Puisque si les fruits de votre expertise collective montraient qu'il y avait une conscience pour les animaux, vous alliez donner du grain à moudre aux abolitionnistes, aux antispécistes, à ceux qui ne veulent plus d'élevage. Et si au contraire vous disiez oh ben non, il n'y a pas de conscience chez les animaux, là vous serviez sur un plateau des arguments aux humanistes, entre guillemets, à ceux qui disent que l'animal n'est qu'une machine. Donc déjà sur cette demande et la réponse de l'INRA. Je pense que vous positionnez bien le problème, c'est un sujet de controverse. C'est-à-dire qu'on voit parmi ceux qui parlent des visions extrêmement différentes. Alors pourquoi l'EFSA s'est intéressée à cette question-là? C'est qu'elle est en charge de ce qui concerne le bien-être animal et à nos yeux, on ne peut parler de bien-être animal que si on a réfléchi à la façon dont l'animal ressent la situation, et donc à la conscience. La deuxième chose, c'est que pour l'EFSA, c'était une question non naïve. C'est-à-dire qu'ils ont à résoudre des problèmes importants de gestion. Le premier, c'est à l'abattoir, comment définit-on l'inconscience par rapport à la conscience? Et ça, c'est un problème extrêmement clair et qui a le don de mobiliser beaucoup les gens. La deuxième chose, c'est que, et de façon un peu conjoncturelle, l'EFSA se posait la question, que peut-on dire des fœtus? Alors, vous allez me dire, que viennent faire les fœtus dans cette histoire? En fait, on abat un nombre relativement important d'animaux, des vaches, des moutons en particulier, et qui sont gestantes. Et on les abat, on va étourdir les mères, mais quand on étourdit les mères, on entraîne une détresse chez les veaux qui sont in utero et qui ne peuvent pas réagir à ça. Donc la question était posée par l'EFSA, y a-t-il une conscience chez les fœtus? Et vous avez répondu à la question? Non. D'accord. En fait, il s'avère que c'était une question un peu délicate parce qu'on dispose de très peu de données dans ce domaine de la souffrance in utero, hein, et qu'il nous paraissait plus opportun déjà de bien définir ce que l'on appelait conscience chez les animaux après la naissance, quitte à ce qu'on puisse revenir ensuite sur les animaux avant la naissance. D'autant plus que quand on parle avant la naissance, entre le stade de cellules et l'embryon complet, il y a un continuum complet qui est extrêmement difficile à suivre. Donc on a trouvé plus sain de nous limiter à des animaux jeunes peut-être, mais pas d'aller au stade fœtal. D'accord. Donc alors comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez traité cette question? Et quand on dit
conscience animale, en fait, de quelle conscience parle-t-on? Parce qu'on peut imaginer qu'il y a plusieurs consciences. Oui, on peut imaginer qu'il y a plusieurs consciences, mais je vais juste détailler la façon dont on travaille. Une expertise collective, et l'objectif, c'est de réunir un groupe d'experts, de personnes qui, a priori, savent, ou au moins connaissent la littérature, et de leur demander de faire un bilan de la littérature. Nous ne créons pas de recherche, nous ne créons pas de données, nous les mettons en perspective et nous les présentons au public. C'est pas plus que ça, c'est pas moins non plus. Voilà. Et quand on a défini ça, la question suivante, c'est qui va intervenir? Donc nous nous sommes efforcés de trouver des experts qui puissent parler de différentes facettes de la question et qui puissent parler de cette question. Alors, on a réuni, bien sûr, des biologistes, des neurobiologistes, des éthologistes, mais aussi des philosophes, des sociologues, des juristes, qui chacun ont un regard sur la question et qui apportent quelque chose dans le débat. Et c'est assez surprenant de voir comment ces gens, avec des façons de penser différentes, peuvent se retrouver autour d'un objet tel que celui de la conscience animale. Et vous avez réussi à... Est-ce que ça a été houleux, en fait? Parce qu'il a fallu déjà définir ce qu'est la conscience animale. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de débats entre vous? Il y a eu énormément de débats. Mais la première chose, c'était de savoir de quoi on allait parler. Ah oui. Et donc, il a fallu d'abord aussi définir sur quelle base on allait travailler. Donc, nous avons trié des publications qui nous paraissaient importantes. Et peut-être ça vous dira rien, mais nous sommes partis de 3000 publications. Nous en avons trié 1000 qui avaient un sens. Et finalement, nous en avons cité 650. Mais nous en avons lu 1000 pour essayer de voir comment les auteurs ont parlé de la conscience. Et ensuite, il nous a fallu définir de quoi nous parlions. Alors, nous parlons d'un mécanisme biologique. On ne parle pas de théologie, on ne parle pas de l'âme. On ne parle pas de conscience morale. On ne parle pas de conscience morale. On parle d'un phénomène biologique qui est celui de la réflexivité de l'individu sur lui, la situation, là où il est, et comment il se conçoit dans le temps. C'est ça votre définition de la conscience animale? La conscience animale, pour moi, c'est l'individu qui se situe par rapport à lui-même. Du coup, il a conscience d'où il est, à quelle époque de sa vie, mais enfin un moment dans le temps, et il a une représentation de lui dans cet univers-là. Absolument. Et des autres. Et des autres, avec qui il interagit. Et il a aussi une connaissance de ses connaissances. Une connaissance de ses connaissances. Ce qui est pas anodin. C'est-à-dire qu'en fait, il est capable de situer son action dans un faisceau de connaissances. Sur quels animaux, parce que vous avez dû trier du coup la biblio, vous avez dit 3000 puis 1000, vous avez ciblé quel type d'animaux? Les animaux d'élevage, puisque c'est une expertise dédiée à l'INRA? C'est pas tout à fait comme ça qu'on a raisonné. En fait, on s'est dit, de quoi peut-on parler? Et nous avions deux pistes. Soit la piste éthologique et comportementale, soit la piste neurobiologique. Et ce qui nous paraissait important, c'était de pouvoir combiner la neurobiologie avec l'éthologie. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est nous nous sommes posé la question sur quel type d'animaux nous pouvions dire des choses qui avaient un intérêt. A priori, on a focalisé notre action sur les vertébrés. On peut, M. Chapoutier ensuite parlera des invertébrés, mais nous avons pensé que nous étions légitimes pour parler des vertébrés et d'arriver à caractériser chez ces animaux ce qui était du cadre de la conscience. Encore une fois, ce n'est pas de la morale,
C'est un mécanisme biologique. Bien. Et ça, c'est un élément qui nous paraît assez structurant. La deuxième chose, que nous avons fait un choix, qui peut être, bien sûr, remis en cause, mais nous avons décidé de travailler sur des espèces banales. Alors, là, je le dis... Ordinaire. Ordinaire, voilà, le mot est meilleur. C'est-à-dire que beaucoup de personnes se sont focalisées sur les grands singes, qui ont des capacités, on le sait, extraordinaires par rapport à d'autres espèces, mais nous avons pris le pari que nous pouvions montrer sur des espèces ordinaires des capacités qui sont du ressort de la conscience. Alors, on aurait bien sûr pu parler des grands singes et parler longuement des grands singes parce qu'ils ont des aptitudes particulières, mais on a pu parler des poussins, des cochons, des moutons et ainsi de suite, des corvidés. Et dans toutes ces espèces, il y a des manifestations de la conscience telle que nous l'avons définie, c'est-à-dire la capacité de se représenter dans le monde. D'accord. Ensuite, comme vous aviez produit quelques années auparavant une expertise collective sur les douleurs en élevage, ça prenait tout son sens de travailler sur la conscience. Je crois que c'est un continuum. C'est un continuum. C'est-à-dire que la douleur, c'est la conscience que l'animal a de l'altération de ses tissus. Et nous étions restés à cette définition qui est dans la littérature partout. Et comme vous l'imaginez tout de suite, nous n'avions pas défini quel était le sens du mot conscience. Et pour nous, on ne peut pas avoir de douleur s'il n'y a pas une réflexivité de l'animal sur lui-même, c'est-à-dire une conscience. Et donc c'était vraiment un continuum, sachant qu'on parle de deux choses qui sont pour moi la douleur, l'altération réelle ou supposée des tissus, donc une réaction à ça, et puis la deuxième chose qui est un petit peu plus générale, qui est la souffrance et qui inclut aussi des souffrances psychiques. Et juste pour donner un exemple, parce que cela éclaircit, je pense, un petit peu le débat, lorsque on sépare un jeune de sa mère, on perçoit que l'animal a des difficultés à accepter la situation, qu'il est en souffrance, et pourtant aucun des tissus ne sont altérés. C'est une souffrance psychique. C'est la souffrance psychique. Simplement. D'accord. Donc maintenant, peut-être pour être plus précis, qu'est-ce que vous avez appris au cours de cette expertise? Peut-être qu'est-ce qui vous a surpris? Et puis là, vous parlez de la douleur, de la souffrance, qui sont donc la conscience d'avoir mal psychiquement, physiquement, mais on peut aussi avoir conscience d'un bien-être, ça peut être aussi positif. Donc qu'est-ce qui vous a surpris quand on fait le tri de ces 1000 publis, et qu'est-ce que nous, grand public, on doit retenir d'important sur cette question-là? Je pense qu'il faut replacer cette étude dans le flux scientifique. Il y a 20 ans, on ne parlait pas de ces questions-là. Et il est apparu tout un corpus de connaissances qui ont montré des choses qui étaient données comme étant improbables pour les animaux. Pendant très longtemps, on a dit le propre de l'homme, c'est de se percevoir dans l'environnement, c'est d'avoir une mémoire des événements, c'est d'avoir ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est-à-dire connaître les autres, et connaître ce que connaissent les autres. Et on a dit, ça c'est le propre de l'homme. Et petit à petit, on s'est rendu compte que ce propre de l'homme ne pouvait pas s'exprimer tout à fait de cette façon, qu'au moins chez certaines espèces, on caractérisait ces éléments chez les animaux. Et je pense que c'est un éclaircissement de ce que on peut avancer pour les animaux. Alors qu'auparavant, vous l'avez dit, on est parti à 300 ans sur l'animal-machine, c'est-à-dire une réponse, stimulus-réponse, l'animal, on lui fait telle chose, il répond de telle façon. Voilà. Et puis tout d'un coup, on dit, mais non, il ne répond pas tout à fait de cette façon, parce que ça dépend de son passé,
ça dépend de la perception qu'il y a de la situation, puis ça dépend de l'importance qu'il y attache. Et petit à petit, on reconstitue un monde qui n'est pas celui du stimulus-réponse. On est dans la conscience. Donc j'imagine que d'une espèce à l'autre, ce ne sont pas forcément, et peut-être d'un âge à l'autre, c'est pas les mêmes niveaux de conscience entre, je sais pas, une chèvre, une poule. Est-ce que vous diriez que tous les animaux que vous avez étudiés là ont le même niveau de conscience? Il faut distinguer deux points. C'est est-ce qu'on a mesuré le même niveau de conscience chez tous les animaux, c'est-à-dire que est-ce qu'on a mesuré sur tous les animaux les mêmes questions? Ça, c'est la première chose. Et est-ce que tous les animaux sont capables de faire ça? Alors, en biologie, et surtout en neurobiologie, l'absence de preuve n'est pas une preuve de l'absence. C'est-à-dire que quand on ne voit pas quelque chose, ça ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Ça signifie peut-être qu'on n'a pas posé la question dans le bon sens aux animaux. Et ça, on a appris petit à petit à bien clarifier la question. C'est une erreur de dire on ne l'a pas vu, ça n'existe pas. Non, c'est pas vrai. Est-ce que vous lui avez demandé au bon moment ce qui existe? Et en fait, on a maintenant des idées chez certaines espèces. Je suis persuadé qu'il y a certaines espèces qui ont des aptitudes particulières que d'autres n'ont pas. Mais je suis aussi persuadé qu'il n'y a pas des aptitudes qui vont augmenter en fonction de la place dans l'arbre phylogénétique. Vous savez, quand j'étais petit, il y avait un arbre avec l'homme tout à fait en haut, et puis petit à petit, il y avait des animaux qui étaient de plus en plus reptiliens, et ainsi de suite. Et cette vision complètement hiérarchisée, je pense, est désormais caduque, et qu'on est en train de parler de buissons de compétences, et non pas de hiérarchie. Donc il y a certains animaux qui ont certaines compétences, on les a vus, il y en a d'autres qui ne les ont pas, puis il y en a trois surtout, il y en a beaucoup où on n'a pas posé la question aux animaux. Alors moi il y a deux choses, est-ce qu'on peut avoir des exemples de ces compétences, de ces grands groupes de compétences, et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'on pose une question à un animal? Oui. Vous dites tout le temps il faut retourner vers l'animal, donc on ne leur reparle pas, parce que ça on ne l'a pas dit au début, comme à des humains, ce n'est pas le type même d'expérimentation puisqu'ils n'ont pas de langage, mais vous avez des outils peut-être comme pour des bébés ou... Oui, je pense que l'exemple des nourrissons, hein, des petits humains, est intéressant parce que jusqu'en 87, on a considéré qu'il n'y avait pas de souffrance et de douleur chez les nourrissons. Et il a fallu attendre assez longuement pour pouvoir caractériser cette souffrance. C'était bien pratique, n'est-ce pas, pour faire aussi quelques prises de sang sans s'inquiéter des pleurs. On disait deux choses, soit ou non, c'est pas vrai, il n'existe pas de souffrance, ou il y a peut-être une souffrance, mais ça ne durera pas et ça n'a pas d'influence. Les deux propositions sont fausses. Mais sur les animaux, on est assez clairement en face d'animaux qui ont des compétences différentes. Alors, je vais juste vous donner un ou deux exemples. Peut-être c'est un peu compliqué, mais ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la connaissance que l'un a de la connaissance de l'autre. On sait maintenant que l'animal, par exemple l'animal A, qui veut interagir avec l'animal B pour avoir des interactions négatives, négatives, c'est-à-dire battre, se disputer avec le C, d'accord, et tenter effectivement de faire une alliance. Mais pour cela, il faut qu'il essaye de faire une alliance avec avec un individu qui ne se retournera pas contre lui. Oui, c'est déjà assez complexe. Oui, et on s'est rendu compte que effectivement, l'individu A ne s'alliait qu'avec le B qui allait ne pas se retourner contre lui, mais qui allait effectivement avec lui attaquer C. Donc voilà un exemple assez concret.
Un autre exemple... Dans quelle espèce ça a été montré, ça? Alors ça a été montré, à ma connaissance, sur deux espèces, hein, en dehors des grands singes. J'enlève les grands singes. On enlève les grands singes, on en parlera avec Georges, oui. Là, ça a été montré, c'est des singes capucins, qui ne sont pas des grands singes. Voilà. Ça a été montré aussi sur des hyènes. D'accord. Vous me direz, quels exemples bizarres, mais on prend la littérature là où on la trouve. Exactement. N'est-ce pas? Et le deuxième exemple, c'est celui de la métacognition. Alors, c'est un mot très savant, c'est la connaissance de sa connaissance. Et ça a été mis petit à petit en place avec des dispositifs expérimentaux où, encore une fois, on posait des questions aux animaux et de façon assez basique, on leur disait « Est-ce que vous préférez A par rapport à B ?» Alors en A, ils avaient à manger, en B, ils n'avaient pas à manger. Et les animaux ne sont pas du tout stupides, ils préfèrent A. Et on leur disait la grille pour choisir entre les deux, c'est le nombre de points dans chaque image, par exemple, ou une odeur. Et au bout d'un certain temps, le nombre de points a changé. Et au bout d'un certain temps, les animaux sont devenus un peu perplexes parce que le nombre de points devenait identique. Et on a introduit une troisième modalité, troisième pédale, ça se traduit par des pédales sur lesquelles les animaux appuient. Hein. Et une troisième pédale où l'animal appuyait sur la pédale quand il était non sûr de sa réponse. Et on se rend compte que plus les images sont identiques, plus il appuie sur la pédale montrant qu'il ne sait plus. Il vous dit « je ne sais pas ». En gros, c'est nous qui le traduisons. Oui. Mais ce qu'il dit, pour nous, c'est « je ne sais plus faire la différence ». Et donc, il dit ce qu'il sait ou ce qu'il ne sait pas. Ça, c'est un critère pour étudier la métacognition. Voilà deux exemples. On pourrait aussi prendre un troisième, si vous le souhaitez. Oui, parce que c'est toujours éclairant, les exemples. Oui. Alors, pendant très longtemps, on a dit que seuls les humains avaient ce qu'on appelle une mémoire épisodique. C'est-à-dire qu'on est capable de se souvenir d'un événement. Et cet événement, pensez à Proust avec sa madeleine. D'accord ? Quelques années auparavant, Proust a mangé une madeleine qu'il a trempée dans du thé et ainsi de suite. Il le rapporte longuement, très longuement d'ailleurs. Et voilà l'exemple de la mémoire épisodique. Et on a dit, seuls les humains sont capables d'avoir une mémoire épisodique. On connaît, M. Chapoutier pourra en parler après, hein, on parlait structures neurologiques qui sous-tendent ou qui sont impliquées dans ce type de... Donc certaines parties du cerveau. Certaines parties du cerveau qui sont impliquées dans cette reconnaissance, et ainsi de suite. Et donc, on a dit c'est le propre de l'homme. On s'est heurté à ce moment-là à un problème. C'est que pour avoir chez les humains des réponses, et tous les humains ne répondent pas ça. Il y a certains humains qui n'ont pas de mémoire épisodique, alors que d'autres les ont. Mais on leur demande de dire ce dont ils se souviennent ou de l'écrire. Et on ne peut pas faire ça avec les animaux. Et à ce moment-là, il y a eu une réflexion assez intense, très intense, entre les éthologistes et les chercheurs sur les humains, pour dire mais que faudrait-il pour qu'on puisse parler de mémoire épisodique chez les animaux? Et après avoir longuement réfléchi et s'être beaucoup battu, les chercheurs ont convenu qu'il fallait trois choses. Il fallait que l'animal puisse dire quoi, quel est l'objet de la chose, où on trouve cela, et quand. Et quand on résume, quand on reprend ces trois modalités, on a la mémoire épisodique d'après ces chercheurs. Et quand on pose la question de ce sens aux animaux,
on trouve chez certains animaux une mémoire épisodique. Alors ça a été démontré, c'est toujours un peu exotique, c'est comme l'histoire de hyène que je racontais tout à l'heure. Ça a été démontré chez un corvidé d'Amérique du Nord qui s'appelle le geais buissonnier. Chez un oiseau, donc. Oui, c'est ça, chez un oiseau, et cet oiseau a comme caractéristique de cacher ses ressources. Tout le monde sait, par exemple, que les écureuils ou les pies peuvent aller cacher des objets et aller les chercher, des objets mangeables, et aller les chercher quand ils le souhaitaient. Et en fait, on s'est rendu compte que les geais buissonniers étaient capables, dans des dispositifs posant la question quoi, où et quand, de répondre à la question. Alors, si vous voulez, je peux vous répondre. On a le temps? Oui, on a encore 5-10 minutes, on a presque fini. D'accord. Alors, en fait, c'est quelque chose qui est... Donc, les animaux cachent leurs objets. Et il y a une deuxième règle, c'est qu'ils aiment beaucoup les asticots et qu'ils n'aiment pas beaucoup les croquettes. Les croquettes? Oui, des petites croquettes, quoi. D'accord, ok. Voilà. Et on propose aux geais des croquettes et des asticots qu'ils vont s'efforcer de cacher, et on les enlève, et on les ramène quelque temps après. Si on les ramène assez rapidement, les asticots sont toujours vivants, ils vont aller chercher les asticots. Voilà. Mais si on les ramène beaucoup plus tard, les asticots sont morts, c'est immangeable, et ils ne vont aller que là où il y a les croquettes. Donc ils sont capables de différencier quoi, où et quand. Et c'est à partir d'algorithmes, de paradigmes de cette nature que l'on a démontré la mémoire épisodique chez les animaux. Alors après, ça a été démontré chez les oiseaux, c'est ce que je viens de dire, ça a été démontré chez les rats, ça a été démontré chez les porcs. Donc, vous voyez, on a un panel extrêmement large d'espèces qui répondent à ces algorithmes. Donc, voilà un autre exemple. Déjà, le simple fait de savoir que les animaux ont de la mémoire, pour vous dire simplement, ça change pas mal les choses, par exemple, à leurs conditions d'élevage. Mais ça, on va y venir. Mais après, j'avais noté rapidement sur ce que vous avez montré, les stratégies qu'ils peuvent employer pour arriver à leur fin, des tromperies. Oui. Ils sont capables de tromper, d'être très coquins pour tromper leurs copains, d'empathie, de tas de choses, de tas de... Absolument. Là, on est dans le registre social, d'accord? C'est les relations qu'ils ont avec les autres. Et j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais ils vont faire en sorte, d'abord, ils montrent qu'ils connaissent les autres, ce qui est une chose assez primordiale. La deuxième chose aussi, ils sont capables de manipuler les autres. Alors pourquoi on parle de tromperie? C'est que, par exemple, on va mettre un animal dans une situation... je vais prendre l'exemple, ça sera encore plus simple, n'est-ce pas? Un coq qui est dans un petit enclos et autour il y a des poules. On fait passer au-dessus du coq un modèle de faucon. Et vous savez que les oiseaux ont des cris spécifiques. Il y a un cri pour les serpents, il y a un cri pour les oiseaux de proie. Et quand l'animal voit l'oiseau de proie, il émet le cri, le coq, et il va se cacher. Une alerte. Il émet une alerte. Bon, ça paraît être extrêmement simple, mais après, la chose se complique parce qu'au lieu de mettre des poules autour de cet enclos, on met des coqs. D'autres coqs. D'autres coqs. Et de façon un peu surprenante, on se rend compte que les animaux sujets voient effectivement le rapace, ils vont se mettre à l'abri, mais ils n'émettent plus le cri. C'est ce qu'on appelle une tromperie. Qu'est-ce que ça signifie vraiment dans la tête des animaux? Mais disons que nous l'interprétons en termes de tromperie. Et il peut y avoir aussi des notions d'empathie.
c'est-à-dire que la capacité des animaux à ressentir la douleur des autres animaux. Alors cela a été caractérisé, peut-être M. Chapoutier en parlera à travers les neurones miroirs, mais cela a été caractérisé sur certains animaux, en particulier des rats. Bon, on met un rat dans un enclos assez grand, il a du chocolat, il aime bien le chocolat, d'accord? Mais dans l'enclos, il y a un rat qui est complètement coincé dans une toute petite cage. Et la chose surprenante, c'est que le rat qui est dans le grand enclos va aller libérer le rat qui est dans le petit enclos, et ensemble, ils vont aller manger du chocolat. Donc, c'est qui suppose des choses assez stupéfiantes, hein, c'est-à-dire l'intérêt des autres et la capacité à vivre ensemble. D'accord. Donc, pour résumer, vous dites la conscience animale, c'est la capacité de pouvoir se repérer dans l'espace, dans le temps et d'avoir conscience de soi-même et des autres. Et on a vu les différentes, enfin on a vu brièvement, en même temps il y a un livre et même une BD qui donne le champ de compétences de cette conscience. Mais alors, vous avez employé un mot, par exemple, ça me donne l'occasion de revenir sur ma question suivante. Vous avez dit la tromperie. J'ai l'impression que quand on dit tromperie, on est presque dans le registre du moral, de la morale chez l'humain. Et donc je me demandais où sont les limites de cette expertise, de cet exercice que vous avez mené. On voit bien qu'en termes d'interprétation, vous êtes obligé d'employer un vocabulaire humain. Vous dites la tromperie, c'est humain, mais vous dites, ben non, c'est tous les animaux. Et donc, où sont les limites? Et je pense qu'il y a des gens qui ont dû vous dire que vous faisiez un petit peu de l'anthropomorphisme. Complètement. Comment vous réagissez à tout ça? Alors, la première chose, c'est est-ce que l'anthropomorphisme est un défaut? C'est-à-dire que de supposer des compétences à certains animaux me paraît être enrichissant si elles permettent de générer des hypothèses qui sont ensuite testées. Parce qu'il faut toujours retourner vers l'animal. Et c'est ça mon leitmotiv. Et le fait de dire qu'on fait de l'anthropomorphisme, qui est souvent d'ailleurs de l'anthropocentrisme, c'est-à-dire qu'on se voit dans l'affaire, l'anthropomorphisme n'est pas pour moi un défaut si c'est un générateur d'hypothèses. Voilà. Mais je ne le disais pas dans le terme défaut, c'était dans le sens plaquer voilà, des comportements humains sur des comportements animaux, simplement. Ce sont des compétences humaines sur lesquelles on pose la question, est-ce qu'elles existent dans le même registre sur des animaux? Et là, c'est vrai qu'on peut aussi glisser facilement vers les anecdotes que l'on avait au XIXe siècle, l'individu qui aimait son propriétaire ou des choses comme ça. Mais tant qu'on retourne vers les animaux, pour moi, c'est légitime. D'accord. Donc, quelles sont les limites quand même de cette expertise? C'est le nombre d'espèces que vous avez pu, sur lesquelles vous avez pu travailler. C'est peut-être un champ d'expertise qui a manqué de compétences. Par exemple, il n'y avait pas de personnes de la société civile dans votre groupe d'experts. Enfin, je ne sais pas. Oui, ça peut se dire comme ça. Mais on était en train de faire une analyse scientifique sur des textes scientifiques. Donc, ce n'était pas le ressenti des citoyens, c'était qu'avaient dit les scientifiques sur ces questions-là. Alors, quand je dis scientifique, j'inclus dedans les philosophes, les sociologues, et ainsi de suite. Et les juristes également. Hein. Mais ça me paraît être important. Et avant de retourner vers le citoyen, je pense qu'il faut déjà avoir clarifié les concepts. Juste pour reparler de quelque chose qui n'est pas de mon ressort, mais qui est du ressort du juriste, la France a décidé d'avoir une loi sur
qu'il a mis dans le Code civil, et en disant que l'animal était un être sensible. C'est récent, hein, 2015. Oui, c'est en fait un changement assez important de la question. Et la seule question que j'ai posée aux juristes qui étaient dans notre groupe, c'est que signifie être et que signifie sensible. Et elle m'a répondu, c'est une jeune femme, hein, elle m'a répondu, c'est du ressort du juge. C'est-à-dire qu'on ne sait pas le définir, d'accord, mais voilà, l'intention est là. Et on voit que là, on est à la frontière entre le savoir et le non-savoir, entre l'action et la non-action. Et je pense que c'est un exemple assez clair de ce qu'on peut faire ou ne pas faire. D'accord. Ensuite, ce travail d'expertise que vous avez mené, vous l'avez présenté à tous les États membres de l'Europe. Oui. À l'EFSA, tout a été voté à l'unanimité par tout le monde, donc il y a eu consensus complet sur votre travail. C'est important de le repréciser quand même. Est-ce que vous l'avez présenté à la communauté scientifique, aux professionnels de l'élevage en France ou en Europe, ou à d'autres associations, et comment ça a été perçu ? Alors en fait, là, j'ai été un véritable missionnaire. Voilà. D'abord, nous l'avons présenté collectivement aux représentants de bien-être animal des 27 pays de la communauté européenne et qui, à mon avis, ont été intéressés de voir la façon dont on s'était saisi de la question et comment on l'avait traduit, parce que jusqu'à présent, tous ces mots n'avaient pas de contenu. Souvenez-vous que la définition de la douleur, c'est la conscience que l'animal a de l'altération des tissus. Simplement, on n'avait pas posé la question, mais que signifie la conscience? Là, on a posé la question. Et puis ensuite, nous nous sommes tournés vers d'autres publics. Des publics scientifiques, des jeunes aussi, dans les universités, des publics non avertis. Et tout le monde a été un peu interloqué de voir comment on pouvait parler des animaux et de voir quelle était la capacité de caractériser le comportement des animaux et de leur donner un sens. J'ai présenté, avec d'autres, mais souvent 25 fois l'expertise collective, dans différentes enceintes, devant différents publics, et en général, l'accueil a été positif. Il peut y avoir un vrai problème lorsque on confond les registres, les arènes, comme disait Bourdieu. C'est-à-dire que je parle d'un point de vue scientifique et certains parlent d'un point de vue économique. Et quand on mélange l'arène économique et l'arène scientifique, ça donne quelque chose qui est malsain. Mmh. Il faut, pour moi, conserver les registres sur lesquels on travaille. Soit on est philosophique, soit on est scientifique, soit on est économique, mais il faut éviter de mélanger les arènes. Et l'ambiguïté arrive lorsque on mélange les arènes. Je suis entièrement d'accord de dire l'expertise sur la conscience des animaux amène à reformuler, à revoir la façon dont on vit avec eux. Et donc à des conséquences économiques, sociales, et ainsi de suite. Mais dans un premier temps, c'est quelles sont ces compétences? Dans un deuxième temps, en quoi cela change la façon de se comporter vis-à-vis d'eux? Et le fait d'avoir mélangé parfois dans certaines instances a créé un climat qui était malsain. D'accord. Bon, vous avez abordé un peu la fin, ma dernière question, qui est la conclusion à notre discussion. Il ne vous aura pas échappé que régulièrement les conditions d'élevage des animaux sont dénoncées par la société. Je vais en citer 3, pas au hasard. Les truies entravées qui allaient les petits,
les poules entassées et plus récemment la vache à hublot. Ça, non, ne réagissez pas tout de suite s'il vous plaît. Donc, rien dit. En général, ce qu'on entend dans les commentaires, c'est l'animal ne souffre pas, notamment sur la vache à hublot. Très bien. Et on nous dit aussi que les règles du bien-être animal européennes sont certaines des plus exigeantes au monde. Donc on revoit les truies entravées qui ne peuvent pas bouger. Mais avec tout ce que vous venez de nous dire sur la manière dont les animaux ont conscience et de leur environnement et d'eux-mêmes et de comment les autres interagissent avec eux, on est quand même en droit de s'interroger. Donc, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qui doit agir? Est-ce que c'est encore les scientifiques qui doivent aller plus loin? Est-ce que c'est les professionnels? Est-ce que c'est les politiques? Est-ce que finalement on ne va pas tous rester dans le déni de la société parce que c'est quand même plus confortable? C'est une solution. Mais je pense que la première remarque que je vais faire, c'est notre glorification de là où nous sommes et de combien nous sommes bons est parfois un peu est injustifiée. Les autres aussi ont des façons de considérer les animaux qui ne sont pas nulles. Les Asiatiques, en particulier au Japon, sont extrêmement sensibles à ces choses-là. Les Américains, même s'ils n'ont pas de réglementation, ont aussi une façon de réguler ces histoires de comportement. Donc l'autoglorification est toujours un peu redoutable. C'est une chose que je voulais dire. Moi, je pense que ce que nous avons obtenu peut être réinjecté dans un débat social. Il y a beaucoup de porteurs d'intérêt dans ces affaires, les professionnels, les ONG, les services publics, et tous ces gens-là ont des choses intéressantes à dire, mais je pense qu'il est sain d'arriver à les remettre dans le contexte scientifique, c'est-à-dire de s'appuyer sur des données qui soient partageables et qui soient réfutables. C'est-à-dire qu'on peut dire « moi j'ai vu ça, ah oui mais tu as mal regardé ». Mais simplement de dire « c'est comme ça » avec un acte d'autorité est une erreur, à mon avis, fondamentale. Ma conviction propre est qu'on a à réfléchir sur les systèmes de production en France, voilà, en Europe aussi en général, mais il y a des systèmes de production qui ont peu tenu compte des contraintes liées au bien-être animal. On a des exemples, vous avez cité les poules qui sont entassées, ou les poulets qui sont entassés, je citerai les veaux de boucherie qui étaient dans des conditions assez dramatiques. Après, c'est aux acteurs de définir où ils veulent aller et qu'est-ce qu'ils veulent faire. C'est pas aux scientifiques de dire ce que la société doit faire, à mon avis. Ce qu'il faut que le scientifique dise, c'est voilà ce que nous avons vu et voilà comment on peut le traduire. Après mon Dieu, chacun défend son beefsteak, hein, et chacun défend son point de vue, et je pense que c'est de ces confrontations qu'on peut arriver à une solution qui soit satisfaisante. Je vais juste donner un exemple. Lorsque j'ai commencé à travailler sur le veau de boucherie, j'ai trouvé un peu saisissante la façon dont on les élevait. Des petites cases, des alimentations extrêmement pauvres. C'est un euphémisme. C'est ça. Reprenons des animaux séparés de leur mère, mis dans des cases sur caillebotis, dans un espace qui était de 55 sur 1,65 m, qui restait pendant 5 mois et qui recevait un repas d'aliments 2 fois par jour. 20 ans après, on s'aperçoit que du fait peut-être des résultats que nous avons obtenus, des pressions, ainsi de suite, eh bien, le mode de production a changé. Les animaux sont en groupe, ils sont souvent sur de la paille, on fait attention aux conditions de vie des animaux. Donc on peut voir des évolutions. Alors, c'est vrai qu'il est plus facile de voir les aspects négatifs, mais ça c'est un vrai aspect positif. C'est-à-dire que les professionnels
sous peut-être la pression de certains groupes et des protecteurs des animaux, ont modifié leurs pratiques pour aboutir à quelque chose qui me paraît être meilleur pour l'animal, quand on revient vers l'animal, qui est mon leitmotiv. Donc pour terminer, en une phrase, si vous deviez faire passer un message, allons-y, au reste de la société sur la conscience des animaux, qu'est-ce que vous diriez en une phrase? Je vais reprendre ce que j'ai dit à l'instant. C'est qu'il faut écouter les animaux. Il faut savoir, comprendre ce qui est important pour les animaux. Le reste est sûrement important d'un point de vue social, mais pas important pour le bien-être des animaux. Je vous remercie, Pierre Lenade. Avec plaisir.